Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU au cœur des débats à l'heure où aucun pays africain n'est membre permanent. L'Afrique veut une meilleure représentation au sein du Conseil de sécurité. Le C10, le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, estime cette réforme urgente. Le maréchal Khalifa Haftar, qui s'oppose au gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, n'a pas signé l'accord de cessez-le-feu accepté par son rival Fayez el-Sarraj et a quitté la capitale russe mardi 14 janvier. Cette énième tentative visant à résorber la crise libyenne aurait-elle également échoué? Et puis la modernisation de la fonction publique camerounaise est en marche. Ce mercredi s'est achevé un colloque dédié à cette problématique. L'objectif était de penser des réformes pour la rendre plus efficace et performante. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Alain-Jules Meignier, journaliste et analyste politique. Bonsoir Alain. Bonsoir madame. Et notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir. Bonsoir Corinne et puis bonsoir à mes très chères téléspectatrices. Très heureux de les retrouver et puis bonne année et heureuse santé pour toutes ces téléspectatrices. Oui, on démarre tout de suite avec l'actualité politique. Deux sièges permanents avec droit de veto et deux sièges non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce que réclament les pays africains. À l'époque de la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, la majorité des États africains étaient encore sous le joug de la colonisation. Les temps ont changé et selon le C10, et le Conseil de sécurité doit s'adapter. Siamlo Victoria Seji. Deux sièges permanents avec droit de veto et deux non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce que réclame l'Afrique. Le souhait est porté et assumé par le C10, comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme de l'organe d'exécution. Actuellement, le continent bénéficie de 3 sièges, mais seulement sur les 10 membres non permanents de l'organe international. Mais tant que l'Afrique ne pèse pas sur le plan économique au niveau mondial, ça va être très très difficile de faire accepter ces revendications. Les défis, ce sont des défis économiques, sécuritaires, démocratiques. Donc il faut que ces questions-là soient réglées au préalable pour que l'Afrique puisse être mieux respectée. Le comité défend ardemment un conseil de sécurité plus inclusif et plus démocratique. Il argumente que sa demande permettra de réparer une injustice historique, sortie du joug du colonialisme avec d'importantes potentialités, mais surtout d'énormes défis à relever. Les Africains disent mériter que leur voix compte désormais dans les prises de décision à l'échelle internationale. Si nous pensons que les questions qui sont traitées par le Conseil de sécurité concernent essentiellement l'Afrique. Donc ces questions doivent être traitées avec la présence de l'Afrique et c'est pour cela que nous exigeons d'avoir un élargissement du Conseil de sécurité. Longtemps, la réforme du Conseil a fait débat surtout en Afrique, dans un contexte où les résolutions internationales prises par les 5 membres permanents actuels disposant du veto font de plus en plus l'objet de critiques. Alors, nous sommes en 2020, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations Unies. Et pourtant, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU peine à amorcer cette réforme, Alain? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une injustice. Je veux quand même rappeler que la Société des Nations SDN, déjà au départ, avait 4 pays africains. L'Éthiopie, le Libéria, l'Afrique du Sud et je crois l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 pays africains qui sont fondateurs des Nations Unies. 4 pays africains. Ça, il faut le rappeler, c'est très important. Donc, aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui a le plus de membres au sein des Nations Unies. 53 membres. Alors, c'est vrai que c'est une injustice. Pourquoi on n'a pas de siège permanent au sein du Conseil de sécurité notamment? Donc, effectivement, il faut rétablir ça, quoi, c'est-à-dire cette justice-là. Mais malheureusement, c'est vrai que quand on va beaucoup plus en profondeur, est-ce que ce sera possible? C'est ça la vraie question. Alors, Monsieur Champ. Personnellement, je ne parlerai pas en termes d'injustice. C'est la question du poids de chacun des États membres des Nations Unies.
et que les 5 qui sont au Conseil permanent sont des puissances reconnues en tant que telles. En tout cas, au moins 3 ou 4 d'entre ces puissances-là, issues de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient les vainqueurs. Et ajouter la Chine un peu plus tard. Et d'ailleurs, le retour de la Chine aux Nations Unies n'a été possible que grâce au vote des Africains dans les années 70. Alors, question de poids. Quel est le poids de chacun des États africains, puisque là, au fond, on demande que ce soit le continent qui soit représenté au sein, alors que dans ce Conseil permanent, ce sont des États. Si tous les membres du Conseil de sécurité acceptaient effectivement que, les 54 États africains soient considérés comme un seul État représentant l'Afrique, à ce moment-là, ça pourrait être possible, cet élargissement-là. Donc la question, c'est maintenant, le continent est vaste, il y a plusieurs pays. On veut un siège permanent, mais qui va représenter le continent africain? C'est à ce niveau-là que l'Union africaine doit s'accorder, si c'est ce que je comprends. Il y a cette question-là, effectivement, de qui représenterait l'Afrique. Alors, à un moment donné, on l'a soulevé, on l'a imaginé qu'il y ait un pays subsaharien et puis un pays nord-africain pour qu'il y ait au moins cette équité-là. Mais là encore, il y a toujours ces questions de leadership. Qui en Afrique du Nord, qui en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un véritable casse-tête diplomatique et géopolitique. Pourtant, Alain, la plupart des questions qui sont débattues aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité sont africaines. En soi, il faut quand même qu'on ait un siège. Mais, tout à fait. Permanent. Même si la question est difficile à résoudre. Oui, c'est vrai qu'il parlait tout à l'heure des problèmes au sein de l'Afrique même, qui va représenter, etc. Mais je crois que l'Union africaine a cette latitude-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent se réunir, c'est-à-dire que les chefs d'État, et voir qui peut les représenter, c'est-à-dire au cas où il y a un membre permanent des Nations Unies. Je vais quand même rappeler que c'est un vieux débat qui a été soulevé à Yaoundé au Cameroun je crois en 2010, lors du sommet Africa 21, et c'est le président de la République du Cameroun, M. Biya, qui a demandé que l'Afrique ait au moins un représentant. Donc c'était les bases. Ensuite, avec le C10, aujourd'hui, il y a vraiment des revendications beaucoup plus fortes. Mais je crois quand même que on ne va pas considérer les Africains comme de grands enfants. Ils peuvent s'entendre et effectivement déterminer qui peut soit les représenter ou qui peuvent les représenter. Donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment un problème. J'entendais tout à l'heure dans le reportage un monsieur qui parlait de démocratie, etc. Non, je crois qu'on peut arriver à le faire aussi comme tous les autres États. Moi, Mais entre le pouvoir et le faire, il y a quand même une différence, ce qui fait effectivement que d'ailleurs, dans le communiqué de ce comité de 10 chefs d'État, etc., il y a quand même cette idée qu'il faut que tout le monde vote ensemble. Ça voudrait dire effectivement qu'il y a cette possibilité. L'Union africaine soit unie. Absolument. Il y a donc cette possibilité-là que certains disent il n'y a aucune raison pour que ce soit tel pays qui nous représente. Je me souviens même qu'à la naissance, justement, au moment où le NEPAD est lancé avec l'Union africaine, la question du leadership s'était posée entre au moins 3 États, le Sénégal, le Nigeria, même l'Afrique du Sud et puis le Maroc. Donc c'était de savoir qui pourrait être le fer de lance justement de cette Afrique-là. Non, je crois effectivement qu'il y a des contradictions, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau des Nations Unies aussi. C'est-à-dire que quand on regarde la situation économique internationale, tous les pays du monde essaient d'avoir leur sommet avec l'Afrique. Oui. Tous. C'est dire l'importance économique de l'Afrique, de ce continent-là. Et de l'autre côté, au niveau politique, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur justement d'accorder une place ou deux. Quel poids aujourd'hui, politiquement parlant, quel poids est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU a aujourd'hui en fait? Mais ça c'est très important. Je peux dire que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a aucun poids. À partir du moment où le droit international est constamment violé. Alors récemment encore, on a vu avec, n'est-ce pas, cette explosion, n'est-ce pas, des drones, des drones de combat. On a vu les États-Unis aller tuer un dirigeant, qui plus est, quand je parle de violation du droit international, en Irak, un pays souverain,
supposément souverain, bien évidemment. On a vu comment ils sont allés tuer un dirigeant d'un autre pays. À partir de là, le Conseil de sécurité, bon, on n'a rien entendu, hein. L'ONU n'a rien dit, les pays occidentaux n'ont rien dit. Donc, ça veut dire qu'il y a certains États qui peuvent violer aisément le droit international sans qu'il y ait un problème. Et c'est un certain pouvoir, en fait, qu'ils ne veulent pas relâcher. Oui, il y a ce pouvoir. Le droit de veto, quand même, c'est un pouvoir énorme. C'est vrai. C'est un pouvoir énorme que détiennent justement ces 5. Et si ces 5, les 4 autres n'ont pas réagi ou ont réagi mollement quand Trump a tué Soleimani, c'est effectivement... ils font bloc d'un côté et de l'autre, ils se disent nous n'allons pas le contrarier parce que nous aussi, il arrivera un moment où nous allons violer ce droit international et que donc, voilà. Donc je crois effectivement ils ont peur de cela, de dire si on accordait une ou deux voix au Conseil permanent à l'Afrique, ça voudrait dire que nous n'aurions plus le pouvoir de contrôler politiquement le monde. Ouais. Et il suffirait que l'Afrique donne son veto contre telle initiative américaine ou Parce que c'est difficile quand même d'imposer des décisions aux Africains sans qu'ils n'aient leur mot à dire en ce qui concerne. Mais c'est ça qui se passe. On va voir la Centrafrique, le Mali, voilà, on a plein de la MINUSCO, tout ça. Mais dans les faits, cette mission-là d'assurer la sécurité et la paix, est-ce qu'elle est vraiment remplie en fait aujourd'hui par le Conseil de sécurité? Moi, personnellement, absolument pas. Je prends un exemple simple, la RDC. Alors, depuis combien d'années l'ONU est dans ce pays-là? Qu'est-ce qui a été réglé à l'Est? Personnellement, à ma connaissance, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, l'ONU, peut-être que je vais dire trivialement, ne sert à rien. Mais en revanche, quand on voit, ce sont ces pays-là qui travaillent avec ces multinationales-là, qui pillent la RDC. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui... Parce que quelque part, les 5 pays qui ont des sièges permanents, c'est les plus gros vendeurs d'armes quand même au monde. Mais bien évidemment. Et on parle de paix, on envoie des milices. Et qui sont partout dans le monde. C'est-à-dire que la France a plusieurs bases en Afrique. Les États-Unis ont des bases dans le monde entier pratiquement. La Russie, aujourd'hui, commence effectivement à arriver, notamment en Afrique. On a parlé de la RCA, justement. Et bon, ils ont une vieille base en Syrie. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait en Syrie. Les Russes ne pouvaient pas lâcher le président Bachar al-Assad, simplement parce que depuis des années, ils ont une base à Tartouz. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et c'est sa seule entrée en Méditerranée. Donc aujourd'hui, les relations internationales sont extrêmement compliquées. Et puis, ce sont simplement des rapports de force. C'est le plus fort. Et dans ce cas, le Cameroun pêche. Je parle du Cameroun, je ne sais pas pourquoi. L'Afrique pêche quelque part parce que voilà, ce rapport de force-là, on n'a pas de poids. Nous n'avons pas ce poids-là, sauf justement pour faire voter un certain nombre des résolutions des Nations Unies avec ces 5 permanents. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un paradoxe dans la structuration des Nations Unies. Il y a les 5 permanents du Conseil de sécurité permanent, et puis il y a l'Assemblée générale donc des autres nations, et puis les 15 tournants. Et en même temps, ce que les 5 permanents, le pouvoir qu'ils détiennent, c'est de déléguer au fond leur pouvoir aux Nations Unies. Et cette délégation fait effectivement que la MONUSCO peut être créée, MINUSMA, tout ce que l'on veut, pour aller intervenir, et puis ils financent. Parce qu'au fond... c'est ça le nerf de la guerre. Exactement, les finances qui font que les 5 permanents disent, nous sommes capables de contribuer à telle hauteur, est-ce que vous serez à même? Donc il y a cet enjeu-là aussi qui est là, qui fait effectivement que les Nations Unies, en tant que telles, sont une coquille entre guillemets vide politiquement, mais en même temps représentent les 187 nations du monde qui, malgré les divergences, malgré les difficultés, les paradoxes, se retrouvent pour quand même discuter de la paix, parce que ça a été créé justement pour cela, pour la paix dans le monde. Et que donc, malgré les divergences, ils se retrouvent toujours, sachant effectivement que les résolutions
n'auront pas d'effet. Prenez toutes les résolutions qui ont été votées depuis 1948 pour obliger Israël à respecter le principe de 2 États, Israël et puis la Palestine. Et Israël s'est toujours assis sur ces résolutions et personne n'a été capable, parmi les 5, de taper du poing sur la table, d'autant que l'un d'entre eux soutient mordicus Israël. Voilà. Donc voilà. Donc on n'aura pas de sanctions. Mais n'empêche qu'il faut un véritable rééquilibrage géopolitique aujourd'hui. Si l'Afrique veut vraiment obtenir ce siège, qu'est-ce qu'il faudrait faire en soi? Écoutez, ça c'est une question, on va dire, entre guillemets, piège, parce que peut faire l'Afrique pour peser réellement déjà, c'est s'unir, ça c'est le premier point, mais est-ce que l'Afrique peut s'unir véritablement? Je réponds tout de go non. Pourquoi? Simplement parce que, vous savez, c'est comme lorsqu'il y a une guerre dans un pays donné, je prends l'exemple de l'Afrique, toujours la Libye, il y a toujours des traîtres. Ça veut simplement dire que où les États-Unis ont une certaine influence, parce que c'est le pays qui pratiquement est à l'origine de plus de 190 guerres dans le monde, ils vont corrompre un tel ou un tel autre. Donc du coup, ce sera très très difficile. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vraiment vous répondre là comme ça. C'est une question épineuse. Ouais. Ce qui signifierait effectivement, si on accordait ces 2 sièges-là, le Japon frappe aux portes aussi des Nations Unies, l'Inde la même chose, et donc ça signifierait élargir à toutes les nouvelles puissances du monde aujourd'hui. Et ce qui signifierait aussi diluer le pouvoir et la puissance de ces 5-là, ce qu'ils ne veulent pas. Les Africains peuvent toujours dire à l'Union africaine de trouver une solution pour que ça soit une présidence, une représentation tournante. Voilà, qu'on ait ces 2 sièges-là, mais nous dirons pendant 5 ans, ce sont 2 tels pays qui vont nous représenter. 5 ans après, ce sera d'autres. Ça peut se faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça signifierait élargir à d'autres continents aussi. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.